Lorsqu'on parle de la prise de décision militaire dans les différentes opérations allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, on analyse toujours l'ingérence d'Hitler dans chacune d'elles. Comme tout le monde le sait, le pouvoir d'Hitler au sein de l'armée allemande n'a cessé de croître tout au long du conflit jusqu'à devenir omniprésent. Aujourd'hui, dans ce programme, nous allons analyser comment et pourquoi Hitler a pris le contrôle total de l'armée et dans quelle mesure ses généraux le trompaient ou non. Lorsque Hitler accède au pouvoir au début de 1933, la plupart des hauts responsables de l'armée ne ressentent pas de sympathie particulière pour lui. Dans d'autres programmes, nous avons vu l'opinion de Keitel lui-même, que partageaient bon nombre de ses collègues, et qui ne laissait pas une image flatteuse d'Hitler. Il le considérait essentiellement comme un populiste sur le plan politique et un simple caporal sur le plan militaire. De plus, une autre inquiétude régnait au sein de l'armée allemande, la crainte d'être remplacé par les SA en tant qu'armée officielle du Reich. Après avoir éliminé les principaux dirigeants des SA, mettant ainsi fin à ce conflit interne, Hitler a gagné la confiance des hauts gradés de l'armée allemande. À partir de ce moment, ils ont commencé à le voir comme quelqu'un qui allait reconstruire et rendre à nouveau grande l'armée allemande, ce qu'ils désiraient également, ce qui a progressivement fait grandir leur sympathie pour lui. En août 1934, le serment de loyauté à Hitler est instauré pour tous les soldats de l'armée. Ils ne jurent plus fidélité à l'Allemagne, mais à Hitler en personne. Ce serment disait ainsi « Je jure devant Dieu ce serment sacré, de rendre une obéissance inconditionnelle au Führer de l'Empire et du peuple allemand, Adolf Hitler, commandant suprême de la Wehrmacht, et d'être prêt, en tant que soldat courageux, à défendre ce serment de ma vie. » À partir de là, les victoires tant diplomatiques que militaires se sont enchaînées de manière implacable. En 1936, la Rhénanie est remilitarisée. En 1938, l'Autriche est annexée et début 1939, la Tchécoslovaquie tombe. Tous ces événements, accomplis sans tirer un seul coup de feu, ont fait croître le prestige d'Hitler aux yeux de tous. Lorsqu'il a donné l'ordre de préparer une campagne armée contre la Pologne, cela a fait naître de nombreuses inquiétudes au sein du haut commandement allemand. Contrairement à ce que l'on pense souvent, l'armée allemande n'était pas prête en 1939 pour un conflit armé à grande échelle. Selon leur plan de production militaire, ils ne seraient pleinement prêts qu'en 1945 ou 1946. Après la campagne triomphale en Pologne, Hitler a donné l'ordre de se préparer à attaquer la France le plus rapidement possible. Rappelons qu'à ce moment-là, l'Allemagne était en guerre contre la France et la Grande-Bretagne, à la suite de la déclaration de guerre des Alliés début septembre, en réponse à l'invasion de la Pologne. C'est véritablement à ce moment que toutes les alarmes se sont déclenchées au sein du haut commandement allemand, qui voyait cette action comme une véritable folie. Vaincre un pays pauvre comme la Pologne avait été facile, surtout avec le soutien soviétique et les excellents points de départ allemands qui avaient permis d'attaquer l'arrière-garde polonaise. Mais se lancer contre la France, la Hollande et la Belgique, soutenues en partie par l'armée britannique, était une autre affaire. Pour ne rien arranger, il semblait que cette campagne ne leur laissait d'autre choix que de lancer une attaque frontale, soit contre la ligne Maginot, soit contre la Belgique, ce qui risquait de s'enliser. Et pour couronner le tout, ils avaient un danger potentiel à l'arrière, car on spéculait que les Soviétiques se retourneraient contre eux dès que le front occidental s'enliserait. Ce que nous allons voir ensuite est l'un des éléments principaux qui ont propulsé Hitler vers une autorité absolue au sein de l'armée allemande. Tout tournait autour du plan finalement choisi pour attaquer la France. Halder, chef d'état-major général du haut commandement de l'armée à l'époque, avait tout planifié pour attaquer via la Belgique, dans une opération très similaire à celle de la Première Guerre mondiale.
Le plan proposé par Manstein, qui consistait à traverser les Ardennes et à encercler la majeure partie des armées alliées, avait été ignoré. Lorsque Hitler rencontre Manstein par hasard et que celui-ci lui présente son plan, Hitler s'en empare et l'impose à Halder. À contre-cœur, Halder est obligé de l'accepter, et en l'étudiant de plus près, il réalise peu à peu que c'est la meilleure option. Lorsque la campagne de France se termine par un triomphe absolu, en à peine 40 jours, les Allemands réalisent ce qui semblait impossible. Le prestige d'Hitler atteint alors des sommets. À ce stade, les hauts responsables comme Halder, qui au départ n'avaient pas soutenu le plan, perdent beaucoup de crédibilité aux yeux d'Hitler. Ils devront travailler dur par la suite pour regagner sa confiance. En tout cas, Hitler est de plus en plus convaincu qu'il est supérieur à bon nombre de ses généraux et qu'à l'avenir, ses propres décisions seront bien meilleures. Au fur et à mesure qu'Hitler gagne en pouvoir et en confiance en matière de stratégie militaire, il tolère de moins en moins les opinions divergentes de ses généraux et réagit de manière agressive à la moindre critique. Cette situation fait que de moins en moins de généraux osent le contredire. Dès la fin de 1940 et jusqu'à la mi-1941, lorsque l'opération Barbarossa se prépare, l'autorité du Führer s'impose progressivement. Au début, les rapports sur la situation de l'armée allemande sont très décourageants. Pour résumer, il manquait de tout. Les réserves de carburant ne suffiraient que pour quelques semaines d'offensive. La production de chars de combat était insuffisante pour former de nouvelles divisions blindées ou même pour remplacer les pertes. La main-d'œuvre manquait également, et la production militaire ne pouvait pas être beaucoup augmentée. La nourriture était aussi une ressource limitée, et des difficultés étaient également prévues dans ce domaine pour la nouvelle campagne. Enfin, la Luftwaffe était très éprouvée, et ses opérations continues dans les cieux britanniques ne lui permettraient pas d'être pleinement opérationnelle pour l'invasion de l'Union soviétique. Ces rapports indignaient fortement Hitler, qui se mettait en colère contre les généraux qui les lui présentaient. Il les accusait d'une certaine manière de manquer de foi en leur pays, en leur armée et bien sûr en lui. C'est à partir de ce moment qu'une habitude s'est généralisée. Ne plus informer Hitler avec des données très dures sur la situation et se contenter de lui dire ce qu'il voulait entendre. Cela permettait à ceux qui adoptaient cette approche de conserver sa faveur et d'être mieux considérés. Halder, par exemple, faisait partie de ceux qui suivaient cette voie, cherchant à retrouver le prestige perdu lors de la campagne de France. Lorsque l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique a commencé, certains généraux, comme Guderian, ont à plusieurs reprises désobéi aux ordres. Ces insubordinations avaient été tolérées lors des campagnes précédentes, tant que les opérations se déroulaient bien, mais cela ne serait pas le cas cette fois-ci. Après l'échec de la prise de la capitale soviétique, Hitler a sévèrement réprimandé von Brauchitsch, ce qui, ajouté à la situation critique, a provoqué une crise cardiaque chez lui. Dans ce contexte, Hitler s'est nommé lui-même commandant en chef de l'armée allemande le 19 décembre 1981. Encore une fois, un ordre ferme d'Hitler fut imposé, interdisant tout retrait sur le front de l'Est. Face à la situation critique, cette décision s'avéra juste et une fois de plus, le Führer se convainquit que, tandis que ses généraux échouaient, lui prenait toujours les bonnes décisions. Pour la campagne de 1942, il proposa de ne plus répéter les mêmes erreurs et exerça un contrôle accru dès le début sur les décisions militaires. C'est pour cette raison qu'il commença à nommer des généraux qu'il savait ne pas agir de manière indépendante et qui lui obéiraient avec une totale loyauté, comme ce fut le cas avec Paulus. Dès les premières semaines de l'opération Blot, Hitler décida de la modifier et de diviser son armée en deux pour atteindre ses objectifs de manière rapide et simultanée. C'est au cours de ces mois qu'une série de démissions et de révocations eurent lieu,
notamment celle des commandants en chef des groupes A et B de l'armée allemande, à savoir von Bock et Wilhelm List. De plus, Halder lui-même fut destitué le 24 septembre. Aucun de ces hommes ne reprendrait un poste militaire pour le reste de la guerre. Quelques semaines plus tard, lorsque la 6e armée fut encerclée à Stalingrad et avec elle, les espoirs de victoire contre l'Union soviétique s'évanouirent, les informations parvenant à Hitler devinrent plus biaisées. On ne lui présentait que des données partielles, basées sur la version la plus optimiste de la situation. Pour illustrer cela en détail, il n'y a pas de meilleur exemple que ce qui se passa avec l'approvisionnement aérien à Stalingrad. Premièrement, lorsque Hitler demanda s'il était possible de ravitailler la 6e armée par voie aérienne, Hans Jeschonnek, un haut responsable de la Luftwaffe, influencé par la situation, répondit positivement. Il était en effet courant de donner des réponses favorables sans avoir étudié la question en profondeur. Par la suite, lorsqu'il examina le problème de manière plus approfondie, il voulut revenir sur son opinion, mais il était déjà trop tard, car Hermann Göring avait également donné son approbation positive à Hitler. Lorsque le ravitaillement des troupes de Stalingrad par voie aérienne commença, Hitler ne recevait que les informations concernant la quantité de ravitaillement envoyé, sans tenir compte des avions qui n'atteignaient pas leur destination ou des équipements qui, par erreur, étaient parachutés aux soviétiques. Ainsi, les informations dont disposait Hitler étaient totalement erronées. Lorsqu'un jeune capitaine parvenu à sortir de Stalingrad lui fit part de la réalité, les généraux de son conseil réagirent avec fureur. À partir de cette période, début 1943, la situation de l'Allemagne ne fit qu'empirer, et peu de généraux osaient encore informer Hitler de la situation sans embellissement, creusant ainsi davantage l'écart entre la réalité et la fiction. Pour conclure, on peut résumer la situation ainsi. Le Führer ne voulait pas d'homme qui lui rapporterait en détail combien la situation était mauvaise et qui suggérait des retraits ou des négociations. Ce qu'il voulait, c'était des généraux qui, malgré la gravité de la situation, lui disaient qu'il renverserait le cours de la bataille et qu'il finirait par gagner. Après l'attentat contre lui du 20 juillet 1944, la situation au sein du haut commandement allemand devint encore plus tendue. Hitler ne faisait plus confiance à personne et tout général qui lui présentait un rapport négatif était accusé de défaitisme et de manque de foi en la victoire. En janvier 1945, Hitler rédigea la directive numéro 68, dans laquelle il supprima complètement la liberté de mouvement de tout commandant de troupes. À partir de ce moment-là, toute action, même au niveau d'un bataillon, devait recevoir son approbation préalable. Et vous, qu'en pensez-vous? Considérez-vous que la direction de l'armée allemande par Hitler a joué un rôle important dans la défaite de l'Allemagne? Nous vous laissons ici. Un grand merci à tous, spécialement aux sponsors qui rendent cela possible. Abonnez-vous et partagez cette émission si elle vous a plu. Et on se retrouve dans la prochaine. À bientôt.